Concours direct d'entrée au CAFOP, les épreuves écrites ont débuté ce matin. Ce soir, dans le dossier du dimanche, l'on s'intéressera aux difficultés des populations de Ono, une localité située dans la région du sud Komui. Et puis le Népal, secoué depuis hier par un violent séisme, il est question de plus de 2000 morts. Bonsoir à tous et merci de vous informer sur RTI 2. On ouvre cette édition sur la coopération Côte d'Ivoire-Libéria en images. La présidente du Libéria, Ellen Sirleaf Johnson, est arrivée ce soir à Abidjan pour une visite de travail et d'amitié. Demain, la présidente du Libéria aura d'abord un entretien avec le président Alassane Ouattara au palais présidentiel. Entretien qui sera ensuite élargi aux délégations ivoiriennes et libériennes. Ellen Johnson Sirleaf est accompagnée du ministre d'État, ministre chargé des Affaires présidentielles, et du ministre de la Justice. On s'intéresse à présent au concours d'entrée au CAFOP. Les épreuves écrites ont débuté ce matin. 55 000 candidats pour 5 000 places pour cette session 2015 du concours direct d'entrée dans les centres d'animation et de formation pédagogique. Francis Boifo. Donner la chance à tous les enfants d'aller à l'école en Côte d'Ivoire. L'école obligatoire est une volonté du président de la République, Alassane Ouattara. Il nous faut beaucoup de salles de classe. Il faut savoir que nous avons au programme la construction de 14 000 salles de classe au primaire. Cette année, nous allons ouvrir 47 collèges de proximité. Mais dès l'année prochaine, ce sont 200 collèges de proximité qui vont être construits. Donc les besoins en enseignants sont énormes. Sans compter que jusqu'à aujourd'hui, nous connaissons encore quelques déficits par endroit. Le concours d'entrée au CAFOP session 2015 démarré ce dimanche vise à combler le déficit d'enseignants. 59 000 candidats ont composé en mathématiques, français et culture générale. Environ 5 000 postes budgétaires négociés et obtenus. Mais nous ferons en sorte, Madame la ministre et moi-même, d'obtenir une augmentation substantielle de ce nombre de postes budgétaires compte tenu de l'importance des besoins. Les candidats ont été repartis dans 116 centres à travers le district d'Abidjan. Le rapport qui nous a été fait par l'inspection générale démontre que dans tous les centres, les candidats sont présents. Les surveillants sont aussi à leur poste. Tout se passe très bien. Les résultats du concours d'entrée au CAFOP de cette année seront connus en juillet prochain. Les nouveaux enseignants aideront les 67 149 instituteurs à former les élites de demain. Les artisans étaient récemment réunis ici à Abidjan. Cette rencontre organisée par la Confédération des artisans de l'Afrique de l'Ouest visait à réfléchir sur les actions à mener pour améliorer les conditions de travail des artisans. La Confédération des artisans, dont le siège provisoire à Abidjan a été inauguré à l'issue de la rencontre. Herman Niamien. Ils sont venus des 11 pays membres de la Confédération des artisans de l'Afrique de l'Ouest pour prendre part à cette rencontre d'Abidjan. Il s'est agi pour les participants de réfléchir aux actions à mener pour dynamiser davantage cette organisation sous-régionale. Le président sortant Jean-Baptiste Annie en a profité pour faire le bilan de ses 2 ans de mandat. Il ressort de son bilan qu'à ce jour, seule la Côte d'Ivoire est à jour de ses cotisations. Il a donc demandé aux autres pays membres de l'organisation d'en faire autant. Jean-Baptiste Annie, appelé à d'autres fonctions, a présenté son successeur en la personne de Tony Amalaman, qui devra diriger jusqu'à l'Assemblée générale extraordinaire à venir. Notre rôle aujourd'hui, c'est de faire en sorte que le code de l'artisanat de l'UEMOA soit respecté, que nous puissions l'appliquer aisément dans les différents pays qui doivent s'approprier ce code-là. Les artisans de l'Afrique de l'Ouest ont bénéficié à cette occasion du soutien de la Confédération des artisans de l'Afrique centrale. À l'issue des travaux, les artisans ont présenté le siège provisoire de leur confédération. Et c'est le secrétaire général adjoint de la présidente de la République, Thierry Tano, qui a procédé à son inauguration. L'occasion était aussi bonne pour lui d'en savoir davantage sur cette organisation. Au terme de sa visite, le secrétaire général adjoint de la présidence est retourné les bras chargés de cadeaux. À présent, cette cérémonie d'intronisation du nouveau chef de canton, le canton Kla, c'est dans la sous-préfecture de Saboudougou, dans le département de Touba. Connu par Gassoro. Sadia Bamba,
adjudant-chef de gendarmerie à la retraite désormais, chef du canton Kla, un village de la sous-préfecture de Saboudougou dans le département de Touba. Sadia Bamba devient ainsi le 3e chef du canton Kla. Ils se sont tous retrouvés, ils se sont entendus, ils ont choisi une autorité traditionnelle qui fera en sorte que tous à l'union ils vont penser au développement de cette région. C'est un modèle pour nous et nous sommes tenus de le soutenir comme nous l'avons fait dans cette mission difficile qui lui a été confiée par nos parents. Intronisé, le tout nouveau chef de canton a reçu ses attributs de chef en présence des filles et fils du canton, des élus et cadres de la région, des chefs traditionnels et du représentant de Mamadou Sanogo, ministre de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme, parrain de la cérémonie. Ce n'est pas un choix fortuit, c'est un choix guidé, n'est-ce pas, par les compétences, par la qualité de l'homme. Nous savons compter sur. Sadia Bamba dit compter sur le soutien des cadres et des populations du canton pour réussir la mission à lui confier. Nous demandons à la population de se mettre au travail. Il ne faudrait pas que ce train de l'émergence-là les laisse. Nous devons tous être à bord de ce train-là pour que l'émergence dont on parle tant, nous soyons aussi dans ce bonheur. Situé dans la région du Bafing, à la frontière de la Guinée-Conakry, le canton Kla compte 16 villages. Rappelons que les Kla sont un sous-groupe du peuple Yakuba. Direction les départements de Toumaudi et de Boisflé où l'ONG Compassion du Christ a fait des dons aux orphelins. Le reportage de Mamadou Kouassi. L'ONG La Compassion du Christ a pour mission, entre autres, d'œuvrer pour le bien-être des populations, surtout les couches les plus défavorisées. Cette organisation a encore fait parler son cœur. Elle vient d'offrir des vivres et non-vivres aux veuves et orphelins de la ville de Boisflé. Mais avant, l'ONG a posé ses valises à Toumaudi où elle a fait des dons. Des gestes appréciés par les bénéficiaires qui ont promis en fin bon usage. Tous mes remerciements, que la gloire revienne au Seigneur Jésus. Je suis tout heureux. Qu'elle gagne la force, la joie, la paix dans son ministère. En tout cas, ce qu'elle est là, elle est en train de faire. Qu'elle ait une longue vie, en tout cas pour nous aider, nous les orphelins et les enfants déshérités. Je voulais dire un grand merci à Dieu parce qu'il a permis que nous soyons en Boisflé pour mettre la joie dans le cœur de toutes ces personnes en détresse, ces personnes qui avaient vraiment besoin de joie, de paix pour aller de l'avant, qui pensaient qu'ils ont été abandonnés, ils sont seuls. Et aujourd'hui, nous sommes venus pour leur montrer combien de fois nous les aimons. Ces bénéficiaires ont également souhaité que d'autres organisations œuvrent dans le même sens. L'ONG La Compassion du Christ n'entend pas s'arrêter là. D'autres activités sont prévues dans les mois à venir en vue de l'épanouissement des couches les plus défavorisées. Les fidèles de l'église Ariste de Yopougon, eux, se sont souvenus jeudi dernier du prophète William Harris Wadé. Cela fait 86 ans que le prophète est décédé. Eugène Atoubé. Un culte pour le repos de l'âme du prophète William Harris Wadé. Le fondateur de l'église Harris est mort, il a 86 ans cette année. Les fidèles du temple noué de Yopougon-Niangon ont marqué d'une pierre blanche la date du 23 avril 2015, date anniversaire de la mort du prophète. Lors du culte, le prédicateur Jules Biti a retracé la vie du fondateur de l'église Harris et expliqué sa mission en Côte d'Ivoire. Il a aussi rappelé aux fidèles du temple noué que le message du prophète aux populations au cours de sa mission en Côte d'Ivoire se résumait en l'acceptation du Christ et l'exhortation des populations à se débarrasser de nombreux fétiches pour marquer leur inclination à accepter Jésus-Christ. Aujourd'hui, l'église Harris en Côte d'Ivoire revendique plus de 2 millions de fidèles. Chaque année, au mois d'avril, les fidèles du temple noué de Yopougon se rendent à Glogbalé, au Libéria, terre natale du prophète William Harris Wadé, pour y effectuer un pèlerinage. En bref, au Bénin, près de 4,5 millions d'électeurs étaient aux urnes aujourd'hui pour élire les 83 députés qui siégeront à l'hémicycle. Concernant la présidentielle de 2016, le président béninois Boni Yayi a annoncé qu'il ne sera plus candidat et que son nom ne figurera plus sur aucun bulletin à l'avenir.
Toujours en bref, les Togolais, eux, ont voté hier pour la présidentielle. Plus de 3 500 000 électeurs étaient appelés aux urnes. Selon la Commission électorale nationale indépendante, le taux de participation se situe entre 53 et 55%. La Commission électorale qui dispose de 6 jours pour communiquer les résultats officiels définitifs de ce scrutin qui donne favori Faure Gnassingbé, l'actuel chef d'État au pouvoir depuis 48 ans. Et puis le Népal secoué depuis hier par un violent séisme avec de violentes répliques. Ce dimanche, il est question de plus de 2000 morts. La terre a encore tremblé ce matin au Népal alors que le pays se réveillait sous les ruines. Une réplique ressentie jusque dans le centre de la capitale indienne, New Delhi, et qui a déclenché de nouvelles avalanches sur le massif de l'Everest. Côté victimes, le bilan ne cesse d'augmenter. Au moins 2200 personnes ont perdu la vie au Népal et plus de 5400 ont été blessés. Pour un travail, je m'étais rendu dans la maison de quelqu'un. On a commencé à parler et soudainement, le sol s'est mis à trembler. Et à côté de moi, un vieux bâtiment s'est effondré et il m'est tombé dessus. Les blessures les plus sérieuses sont celles à la tête. Beaucoup de gens meurent de blessures à la tête. Ensuite, ce sont les blessures à la colonne vertébrale, les traumatismes à la poitrine et enfin les blessures de l'abdomen et du bassin. À ce bilan provisoire, il faut aussi ajouter plus de 57 morts en Inde et 17 victimes sur l'Everest. Les secours font face à des défis logistiques importants. Les hôpitaux sont saturés. Plusieurs pays, notamment les voisins comme l'Inde et le Pakistan, annoncent l'envoi rapide d'aide humanitaire ou de matériel. Pour le dossier du dimanche, ce soir, on s'intéresse aux difficultés des populations de Ono. Ono, une localité située dans la région du Sud Komwe, manque d'infrastructures sanitaires et même scolaires. Le dossier du dimanche est signé Grace Kando. Ono 14 est situé dans la région du Sud Komwe. Ce village de plus de 2000 âmes est confronté à d'énormes difficultés depuis sa création vers les années 1900. Une seule pompe hydraulique approvisionne en eau potable tout le village. Une situation qui contraint la population dans toute sa composante à parcourir des kilomètres pour aller puiser dans ce marigot dont la qualité laisse à désirer. L'eau, source de vie, est devenue source de division à Ono 14. Notre femme avec notre enfant qui te le voit là, elle regarde au nom de papa ou bien au nom de mariage. Sans quoi il y a beaucoup de gens qui viennent avec sa femme lui dit catégoriquement que vraiment s'il n'a pas déplacé, je ne suis pas resté dans beaucoup de difficultés. Lui ne peut pas. Il y a beaucoup même qui est parti. Nous les femmes de ce village, on souffre. Souvent, les matins, on se lève à 4 h du matin pour avoir l'eau pour boire. Si nous ne venons pas tôt au marigot, souvent on vient, on croise, il y a des choses, on croise, on a peur, mais on attrape, donc on descend dans le marigot, on puise l'eau. Souvent tu peux faire 5-7 tours avant d'aller faire le déjeuner de ton mari. Vraiment, ici, à faire de l'eau, c'est très fort. L'eau sale, il n'y a pas de pompe. Ça, nous, on prend ces débris, on boit ça comme ça. Avec nos enfants, souvent nos enfants tombent malades. Que de difficultés dans ce village. Ces poteaux électriques installés depuis 2006 ne sont pas encore mis sous tension et l'absence de structures sanitaires crée des désagréments aux populations. Quand les femmes sont enceintes, avant d'avoir même le moto, même pour aller en ville, pour que les femmes puissent accoucher, des fois les femmes restent dedans, elles meurent en même temps au village ici. Un Ivoirien, un ordinateur. Avec cela, nous on peut avoir un ordinateur. Vous voyez, c'est un peu compliqué. Et les enfants qui vont à l'école, le soir, il faut étudier comment. On a ce problème-là. Toujours au chapitre des problèmes, l'école primaire publique du village souffre de plusieurs maux, notamment l'absence de toilettes et de logements de maîtres. Je travaille toute la journée et tout fatigué, je rentre à la maison, je n'arrive pas à me reposer la nuit. Il y a des chauves-souris qui viennent me rendre visite. Je ne dors pas dans de bonnes conditions. Donc ça fait même que chaque week-end, puisque moi, ma famille est à Benjerville, je suis obligée de fuir à chaque fois, aller au moins me reposer. On avait 2 enseignants. Bon, avec l'appui du sous-préfet de la région, avec l'inspecteur, nous sommes arrivés à 5 enseignants. Jusqu'à actuellement, il y a un enseignant qui manque. Maintenant, les logements. Un enseignant qui vient, qui n'a pas de logement, il va dormir où? Il fouille dans le village, il demande, il n'y a pas de logement, il se retourne. À cela s'ajoute cette classe à ciel ouvert. Quand je suis arrivé,
Dans les archives, j'ai retrouvé que l'école est construite depuis 1978. Par les parents eux-mêmes, ils ont fait un premier bâtiment. Et malheureusement, le deuxième bâtiment, étant essoufflé, ils n'ont pas pu achever. C'est ainsi que la classe de CE1, donc on reste non coiffé, il n'y a pas de tôle. Et les parents ont fait un effort pour mettre la paille avec les sachets noirs. Mais malheureusement, chaque fois qu'il y a une tornade, le vent emporte. Bon, donc finalement, on s'est dit, mais il faut qu'on fasse avec. Les populations de Ono 14 n'ont pour seul recours que les âmes de bonne volonté. Elles appellent à l'aide pour sortir de cette impasse. Dur quotidien pour les populations de Ono 14, c'était le dossier du dimanche. C'est ici que l'on s'arrête. Excellente soirée sur les antennes de l'RTI, la marque du service public.